par la vidéo, donc qui a été préenregistrée de nos panélistes. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse et j'ai le privilège de vous accueillir pour cette discussion autour du slogan Let them know, faites-leur savoir en anglais, sur comment faire progresser les initiatives dirigées par les jeunes autour de partenariats et collaboration. Je suis Jordan Freeman, je suis chargée de programme à l'Institut Bill & Melinda Gates à l'Université de Johns Hopkins. Je serai votre modératrice aujourd'hui et j'espère que cette conversation sera orientée vers l'action. Alors, c'est pour nous un immense plaisir de vous avoir ici. On travaille avec la feuille de route mondiale pour l'action, Global Roadmap for Action en anglais, le groupe GRA. Et ce qui nous intéresse, c'est de cultiver la prochaine génération de leaders en planification familiale à travers le mentorat, la fondation, le networking, et c'est ce qu'on espère accomplir ici. It's a call to action that comes to place at a time where we are reevaluating and looking at our global efforts. Donc, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas juste une conversation ici, c'est aussi un appel à l'action. Et l'idée, c'est de réévaluer nos travaux à l'échelle mondiale, en particulier au regard donc, des objectifs de développement mondial. Et un des acteurs qui participe à cet appel à l'action, c'est le groupe GRA, qui est une coalition mondiale en pleine croissance de plusieurs organisations dirigées par les jeunes qui sont en train de définir l'agenda en la matière. Donc, je vous invite à poser des questions et quand vous participerez à cette conversation, je vous demande aussi d'avoir l'esprit ouvert, d'être collaboratif et de vous engager à agir. Moi, je suis votre modératrice, mais vous pouvez échanger ici librement. Et je vous encourage à vous poser des questions, à vous remettre en cause et à chercher des solutions. J'aimerais d'abord présenter tout le monde ici présent et présente. À ma droite, Jackie Franco, qui est membre du groupe GRA et qui est aussi consultante en santé sexuelle et reproductive AFP 2030. Puis le docteur Samukeliso Dubé, qui est directrice exécutive de AFP 2030 et aussi membre du groupe GRA. Enfin, Innocent Grant, qui est directeur de Young and Alive en Tanzanie. Puis Daniel Engel, qui est spécialiste technique des jeunes et des adolescents au Fonds des Nations Unies pour la population. David Imbago, directeur de Yield. Et Dr. Noran Bader est membre de l'équipe centrale du groupe GRA dès sa première heure. Alors, je vais maintenant lancer la discussion et ma première question pour nous mettre dans le bain est la suivante. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui et qu'est-ce que vous espérez tirer de cette conversation? Alors, Jackie, on peut commencer par vous. Merci, Jordan. Je suis vraiment heureuse d'être ici et merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question parce que souvent on participe à des débats et on discute, on parle, mais on passe pas toujours de la théorie à la pratique. Et ces discussions, l'idée, c'est pas juste de dialoguer, mais c'est de passer à l'action. Donc, comment j'ai été impliquée, moi, dans ce domaine d'action? Eh bien, en 2017, quand j'ai terminé médecine, j'ai travaillé en milieu clinique dans une communauté qui était marquée par une crise humanitaire. Et quand j'étais sur le terrain, j'ai vu que c'était de plus en plus courant d'avoir des adolescentes, des filles de moins de 15 ans qui arrivaient chez nous à la recherche de soins, parfois pour un avortement incomplet, parfois des jeunes de moins de 15 ans qui présentaient des signes de danger, peut-être qu'elles avaient tenté d'interrompre leur grossesse. On a eu des cas comme ça, des cas de complications graves où la femme perdait trop de sang. Donc ça m'a interrogée tout ça parce que ma formation clinique ne m'a pas exposée à ce qui se passait dans les communautés, en particulier la santé des jeunes filles. Et je me suis rendu compte qu'au moment où elles arrivaient au centre de santé, je ne pouvais pas faire grand-chose.
Donc, on a mené des activités dans la communauté pour comprendre ce qui se passait, pourquoi, qu'est-ce qui perpétuait ça, pourquoi les jeunes filles étaient de plus en plus vulnérables. Et donc, de fil en aiguille, j'ai vu l'opportunité de travailler davantage au niveau communautaire. Et c'est comme ça que je me suis redirigée vers la pratique de la santé publique. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment relier les différents problèmes de différentes communautés partout dans le monde, parce que ce sont des problèmes qui sont monnaie courante, en fait. On fait face aux mêmes problèmes dans différents endroits du monde. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à parler de ça dans des conférences internationales, à échanger avec les jeunes leaders de ce domaine, on s'est rendu compte qu'on a des solutions, mais on travaille chacun dans son coin. Donc c'est avec joie vraiment que je suis ici parce que je souhaite, en fait, à travers le GRA, je souhaite rassembler différentes organisations. Et maintenant que cette plateforme a été établie, ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc moi, j'espère que quand on arrivera en 2030, on pourra célébrer nos succès malgré les défis. Et je suis vraiment très heureuse d'être ici et de parler des actions qu'on va mettre en place. Merci, la barre est haute, hein. Prendre la parole après ça, bonne chance. Alors moi, je suis ici parce que l'organisation que nous dirigeons, FP 2030, en partenariat avec l'Institut à Johns Hopkins, on sait qu'on cherche à résoudre des problèmes non seulement courants, mais complexes aussi. Et cette complexité requiert qu'on collabore de manière inclusive, mais aussi délibérée, et qu'on fasse attention à qui est-ce qu'on inclut autour de la table. Et je pense que, vous savez, quand un problème persiste, il faut se demander qui d'autre pourrait apporter un regard plus neuf. Peut-être pourrait venir avec plus d'agilité, un certain pragmatisme. Et je crois que les jeunes sont la clé. Vous savez, Jordan, je crois que c'était en 2010, McKinsey a publié un rapport qui s'intitulait Lions on the Move, c'était sur l'Afrique. Et on devait à l'époque travailler pour l'avenir économique de l'Afrique et pas seulement les nouveaux marchés, mais les marchés émergents. Alors on avait de l'espoir. Mais vous savez ce qu'on a fait? On a laissé les jeunes derrière et on n'a pas fait tant de progrès. Et nous sommes convaincus à FP 2030 et moi j'en suis profondément certaine qu'on ne pourra pas réaliser l'avenir auquel on aspire, que ce soit au regard des objectifs de développement durable ou autres, sans inclure les jeunes. Et nous, notre stratégie a un pilier centré sur les jeunes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les jeunes ne sont pas simplement, ne doivent pas être que des bénéficiaires, mais aussi des leaders. Vous savez, la semaine dernière, je comptais dans ma vie, vous savez, j'ai des neveux, des nièces. Ils n'ont pas accès à la santé sexuelle et reproductive. Donc, ça devient personnel pour moi aussi, parce qu'on gâche l'avenir des jeunes aujourd'hui en raison de politiques restrictives, parce qu'on choisit de pas les inclure. On croit qu'on sait mieux qu'eux. Au lieu de les inviter à la table des discussions, des négociations, on pense qu'on est mieux placé que les jeunes pour savoir. Et donc, je suis vraiment reconnaissante que le groupe GRA ait créé ce cadre, cette plateforme, car c'est une plateforme pour l'action. C'est à moi. Ça va être difficile de suivre après ça. Alors, en ce qui me concerne, depuis beaucoup d'années, on a publié, il y a eu des lignes directrices, des recommandations, des stratégies pour résoudre ces défis qui sont complexes, donc, dans différents contextes, mais d'une certaine manière, ces stratégies ne génèrent pas les résultats auxquels on se serait attendu. Donc, on voit qu'il y a une continuité de problèmes complexes. Ces problèmes continuent, persistent.
et que quand j'étais chez moi en Tanzanie, le ministère de la Santé a annoncé le taux de grossesse chez les adolescentes et je me suis dit, mais on revient en arrière, on n'a pas du tout fait de progrès. Et donc, malgré tout ce qu'on fait, je me suis dit peut-être qu'on ne fait rien d'adéquat finalement. Et cette plateforme cherche donc à rassembler des jeunes comme nous qui travaillons dans les communautés. Et FP 2030 et l'UNFPA, le Fonds national pour les Nations Unies, on peut co-créer ensemble des solutions adaptées. Donc, ce qui m'amène ici, moi, c'est que je trouve que c'est un espace sûr pour commencer à réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et comment améliorer ça et quelles actions mener. Donc, je suis très heureux que cette conversation soit orientée vers l'action. C'est une bonne manière, je trouve, d'impulser les programmes que nous menons. C'est un privilège pour moi de représenter l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Et on est, alors bien sûr, l'agence onusienne qui vraiment se préoccupe des jeunes. Nous souhaitons vraiment être un espace duquel les jeunes peuvent se rapprocher, se sentir à l'aise. Et je disais tout à l'heure à mon collègue que on va en décembre accueillir les jeunes dans nos bureaux. Et je travaille à la division technique à l'UNFPA et nous sommes ceux et celles qui développons ces recommandations dont vous parliez. Donc, j'aimerais vraiment, moi, que ces recommandations soient informées par le vécu des jeunes. C'est pourquoi dans tous nos bureaux, dans les pays, au niveau régional, au siège, nous échangeons constamment avec les jeunes pour veiller à ce qu'ils soient inclus, disons que ces recommandations soient informées par la réalité des jeunes. Et je pense que cet espace, cette discussion aujourd'hui est un espace adapté pour la co-création, la co-conception, et c'est peut-être pour ça qu'on se sent tous et toutes très à l'aise ici. J'espère que l'avenir n'est pas aussi sombre que vous le décrivez. Je crois que on a fait des progrès. En tout cas, j'ai vu ça pour les jeunes. Certains indicateurs vont dans le bon sens, donc on ne devrait pas perdre espoir ni notre énergie pour aller de l'avant. Mais encore une fois, on veut vraiment faire ce travail pour et avec les jeunes et créer une coalition ensemble pour progresser vers les objectifs de santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être avec ces collègues que je connais depuis un moment maintenant, mais aussi de rencontrer les agences pionnières dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Et merci à l'Institut Gates pour coordonner cette rencontre aussi. En ce qui me concerne, à Yield, on s'intéresse beaucoup à la participation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive et le groupe GRA a un élément majeur consacré à la participation significative des jeunes. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait cette opportunité, on s'est dit oui, c'est un bon moyen de transmettre notre message, expliquer pourquoi c'est important, mais pas juste important en tant que message, parce qu'il y a déjà des plateformes de plaidoyer, mais on voulait quelque chose de plus concret, des étapes à suivre, pas seulement pour les organisations de jeunes, mais aussi pour les exécutants, les bailleurs de fonds, les chercheurs, tout le monde dans ce domaine, parce que nous avons remarqué que travailler chacun de son côté, ça ne fonctionne pas du tout. Comme vous le disiez, la co-création, c'est très important. Et nous, à Yield, on parle d'apprendre par l'action collaborative. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on réunit tout le monde au même endroit pour évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas, avoir la perspective de tout le monde. Par exemple, les bailleurs de fonds savent comment fonctionne le financement général. Les exécutants savent quels sont les besoins, les chercheurs savent comment mesurer ces interventions. Donc l'idée, c'est de se réunir, retrousser nos manches et puis aller un peu plus au-delà des requêtes de plaidoyer.
parce que on a tous des requêtes, des exigences, on a tous quelque chose à demander, on aime bien écrire des articles de position, et je dis pas que c'est mal, évidemment, c'est nécessaire, mais il faut aussi aller au-delà des mots et s'attacher à faire et à agir maintenant. Et on sait aussi qu'il y a des retours en arrière en matière de droit, d'acquis. Et, et je pense que c'est un signal d'alarme qu'il faut examiner de plus près. Donc voilà, je suis heureux de commencer à travailler ensemble. Noran, moi je suis d'abord très heureuse d'être ici. C'est impressionnant de voir combien le groupe GRA a avancé en à peine 2 ans. On s'est rassemblés en tant qu'organisation de jeunes, on a présenté le projet à la conférence internationale sur la planification familiale et puis après on a ce document plus concret des partenariats aujourd'hui. Jackie, vous êtes dans un état d'esprit très réflectif et ça me fait penser que quand j'avais 16 ans, moi, j'ai essayé de faire quelque chose pour ma communauté et j'ai rencontré une femme qui essayait d'avoir un enfant tout en ayant le VIH. Et je me souviens m'être sentie très seule à essayer de résoudre un problème très complexe. Et je comprenais rien au système, à vrai dire, je comprenais rien de ce qui se passait autour de moi et je voulais juste, voilà, je voulais juste aider. Puis après, j'ai été dans des conférences internationales et je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Beaucoup de gens comme moi essayent d'apporter quelque chose. Et vous savez, on est plus d'1 million de jeunes dans mon pays, on est en Égypte et vous savez, après la révolution de 2011, on s'est rendu compte qu'on était frustrés, on voulait changer la situation, on avait de l'énergie, euh, mais parfois je trouve aussi que le mouvement de la jeunesse est fragmenté et c'est difficile de s'organiser. Donc je suis très impressionnée de voir que en fait le groupe GRA a plus de 40 organisations de jeunes. Et je sais que c'est très dur de former une organisation de jeunes dans nos pays. Les processus sont laborieux. Il faut ouvrir un compte en banque. Il y a problèmes de financement. Enfin, c'est difficile de lever des fonds. Donc, je suis très heureuse qu'on puisse tous et toutes se réunir de manière solidaire et puis, je suis d'accord avec vous concernant les retours en arrière. Je crois que si on n'est pas aussi organisé que l'opposition pour lutter contre ce qui se passe, en fait, je veux même pas y penser. Moi, je préfère imaginer un avenir plus optimiste. Donc voilà, j'ai hâte de voir se concrétiser plus d'actions et plus d'engagement aussi. I'm also hearing interest in collaboration, which is why we're all here, but also urgency. There's an urgency to Alors, come ce together and que to find j'entends, these moi, solutions together. c'est So with Naila, l'action. J'entends le mot Impacting Race touched collaboration on this aussi. complex C'est pour ça topic qu'on of est tous et challenges. toutes là, mais aussi le And sentiment what are these complex d'urgence, challenges that we're urgence à se facing and what are the rassembler et goals being trouver des directed, solutions. especially when it comes to Donc tout partnering cela me plaît beaucoup. with On a engaging with complex évoqué le fait qu'il y ait des institutions. problèmes, mais So I'm going to maintenant, open that to the floor. nommons-les. Quels If sont-ils, ces anyone wants to take it problèmes? first, otherwise I'll close Appelons us out. un chat et en particulier en matière de partenariat et de participation des jeunes. Donc, c'est une question ouverte. Si personne ne prend la parole, je nommerai quelqu'un. Je peux commencer. Allez-y. Alors oui, je crois que le projet Yield a été lancé en 2019, il me semble, et en fait, on a fait une étude qui a documenté la plupart des problèmes rencontrés par les jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Le rapport divise les problèmes en 5 grandes catégories. D'abord, c'est le fait de trouver en fait les jeunes qui sont impliqués dans ce domaine, parce que souvent, ce sont les mêmes personnes qui représentent différentes initiatives. Les jeunes qui sont engagés dans ce domaine souvent viennent de milieux privilégiés, des capitales. Ils parlent anglais, il et elle parlent anglais. Et moi y compris, bien sûr, hein, je suis bien consciente de mon privilège, je le reconnais constamment, mais c'est un problème qu'on essaye de changer. La deuxième catégorie, c'est lié à l'équipement et au renforcement de compétences, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir les connaissances, les compétences dont ils et elles ont besoin. Et puis en troisième catégorie, il s'agit de l'environnement favorable ou non.
soit faire de la place, on parle souvent de ça, faire de la place, inviter les jeunes à la table, etc., leur donner un siège. Mais bon, bon, moi, j'ai toujours un peu de mal avec la dichotomie jeune contre adulte. Je suis moi-même adulte finalement. Euh, mais, mais il s'agit finalement de créer un espace qui ne soit pas hostile, qui soit un espace sûr pour que les jeunes puissent prendre part à la discussion. Et, et puis ensuite, la quatrième catégorie, c'est comment, le lien, comment on relie tout ce travail à l'après. Qu'est-ce qui se passe quand on a 25, 30, 40 ans? Il faut penser à cette prochaine étape parce on a formé des jeunes qui ont des compétences extraordinaires. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et puis, enfin, la dernière catégorie, comment mesurer tout cela? Parce qu'on a toutes des initiatives, mais comment les mesurer? Il faut qu'il y ait plus d'harmonie dans les mesures. Et voilà, de mon point de vue, il faut qu'on travaille selon une approche plus unifiée pour la participation des jeunes, en évitant la fragmentation. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, renchérir? Oui, alors de mon point de vue, si on veut examiner le changement, ben, il faut observer les données. On compte 21 millions de naissances par an chez les filles adolescentes, dont 10 millions à peu près sont non désirées. On a plus de 5 millions d'avortements par an chez les adolescents, donc c'est vraiment un gigantesque signal d'alarme. Bien sûr, on voit aussi qu'il y a plus d'engagement pour la santé sexuelle et reproductive au niveau des politiques publiques, mais on voit souvent un écart, un fossé entre l'intention de la politique et les résultats des programmes. Et oui, on implique les jeunes au niveau mondial, au niveau national aussi parfois, mais quand une jeune fille concrètement va voir un prestataire de santé, par exemple, elles ne sont pas toujours traitées comme elles le devraient. Il y a toujours beaucoup de stigmatisation et aussi des problèmes structurels auxquels les jeunes font face. Et puis, vous l'avez mentionné, je crois, David, on observe aussi une rétrocession, un retour en arrière en matière de droits et de progrès concernant les inégalités hommes-femmes en termes de droits, comme je le disais. Et vous savez, la santé sexuelle reproductive, c'est un sujet particulièrement sensible. La sexualité des adolescentes, ça a toujours été controversé partout dans le monde, je crois. Et c'est toujours un grand problème pour les adolescentes. Voilà, je voulais simplement souligner ce défi-là comme l'un des plus importants. Alors, est-ce que je pourrais rebondir sur le thème des données? Parce que on est passé de parler de prise de décision informée par les données à motivée par les données, et on veut aussi qu'elles soient localisées. Parce que je crois qu'on a souvent des résultats à l'échelle macro, mais qu'est-ce qui se passe en Tanzanie, en Ouganda, au Cameroun, quand vous montrez les données aux décideurs, aux décideuses, et bien souvent, ils et elles agissent. Alors, comment collecter les données alors que certains modules d'enquête sur la planification familiale excluent souvent les adolescents et les adolescentes? Ça, c'est un problème. Et sur le point que vous mentionnez plutôt en termes de politique, on n'est pas aussi bien organisé que l'opposition. Nous, on n'arrive pas à nommer un problème concret et le résoudre. Mais l'opposition qui s'organise depuis 50 ans, ils ont nommé ce qu'ils voulaient changer et ils ont été constants dans leur lutte. Et bon, là, je suis pas vraiment dans un mode solution, comme vous l'aurez vu, mais je crois que si on ne caractérise pas, si on définit notre problème clairement et de manière concise, on ne pourra pas le résoudre. Pour moi, ça, c'est un grand problème qui persiste. Vous avez mentionné aussi les problèmes organisationnels autour du financement. Et je crois qu'une partie du problème vient du fait qu'on n'arrive pas à collaborer entre les jeunes de différents secteurs, les jeunes de l'éducation, du changement climatique, etc. Donc,
le mouvement des jeunes devient fragmenté, ça devient un problème, pardon. Mais je pense qu'il faut qu'on s'organise mieux autour de collaborations plus transversales, pour accéder à des financements durables et prévisibles. Et moi, j'espère que le groupe GRA pourra nous aider un peu dans ce sens-là. Vous avez dit que vous n'êtes pas en mode solution, mais c'est plutôt une solution, ça, il me semble. Alors, moi, peut-être j'ai une perspective, un angle d'approche un peu plus différent, mais je crois que ce qu'on fait de mieux en mieux, c'est que donc, en fait, on a identifié le problème, le fait que les jeunes sont souvent laissés pour compte. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que les organisations de jeunes sont meilleures qu'avant en communication. On a appris à utiliser une certaine terminologie, un certain langage. On dirait qu'on est devenu expert du langage approprié. Maintenant, on dit plus participation des jeunes, on dit engagement significatif des jeunes. Voilà, bref, donc vous avez des organisations globales qui résolvent des problèmes, mais surtout parce qu'elles veulent préserver leur réputation. Et en se disant que bon, peut-être que s'ils parlent des jeunes, alors ça les aidera beaucoup. Mais pour moi, ça c'est problématique parce que si on aide les jeunes parce qu'on ne veut pas être remis en cause ou laissé pour compte, on apprend à utiliser les bons mots, mais sans y croire, ben, c'est le même problème alors. On s'en sort pas. Pour moi, je crois que l'un des plus grands défis à relever, c'est que on a beaucoup parlé de problèmes et maintenant on se focalise sur apprendre à en parler de ces problèmes en fonction du public à qui on s'adresse. Et il faut vraiment se demander quand une organisation s'engage à travailler pour les jeunes, est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur? Et comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont sincères ou quand ils bluffent? Voilà, pour moi, ça, c'est un grand problème. Ouais, alors moi, j'ai l'impression que ça touche au problème, au thème de la redevabilité au final. Et voilà, et comment y arriver? Innocent, allez-y. Donc, oui, moi, je me demandais comment présenter le problème auquel je réfléchis, parce que la plupart des défis généraux de santé sexuelle et reproductive sont assez connus. Par exemple, le risque élevé de transmission du VIH, etc. Mais j'essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on aborde ces problèmes, en fait. Et un grand défi que je vois aujourd'hui, c'est que nous, les exécutants, et puis les partenaires, on est en train de perdre confiance, de perdre la confiance des communautés où nous travaillons. C'est assez graduel et je crois que cette perte de confiance graduelle n'est pas due simplement à nous, mais aussi au mouvement anti-droit au niveau mondial qui mine la confiance des communautés et et je crois que et je crois que cette perte de confiance rend notre travail très difficile. Donc voilà, c'est un grand défi donc de savoir, enfin, ce qu'il faut qu'on relève comme défi, c'est de définir les plateformes qui permettent de tisser de la confiance pour s'assurer que les approches de co-création que nous entreprenons avec les communautés soient réellement adoptées par les communautés, qu'elles y adhèrent. Et peut-être qu'on a juste perdu cette confiance parce qu'on n'a pas assez travaillé avec les chefs religieux, par exemple, ou d'autres groupes qui jouent un rôle essentiel dans l'établissement de ces liens de confiance. Mais une chose que j'ai appris cette année dans mon pays, c'est qu'il y a un mouvement anti-organisation assez important. Je me réfère là aux organisations qui travaillent dans la santé sexuelle et reproductive, la réponse au VIH. Et, mais dans les communautés où nous travaillons, je me suis aussi rendu compte que c'est la confiance qu'on a cultivée entre notre organisation et les communautés qui leur a permis de discerner notre travail, de l'apprécier. Alors, comment continuer à renforcer cette confiance pour que les communautés puissent dire, on vous connaît, on a co-créé ces solutions ensemble. Voilà, pour moi, ça
cette perte de confiance est le défi premier à mon sens. Les communautés nous font de moins en moins confiance, les gouvernements aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on passe par une tripotée d'autorisation, ça crée des retards, etc. Et ces personnes travaillent contre nous et elles nous connaissent. Elles savent comment manipuler les communautés en niant, en niant le bénéfice de notre travail. Donc, remettons-nous en question aussi et essayons de trouver les mécanismes qui permettent de créer de la confiance et puis aussi de maintenir l'impact des interventions pour que les communautés continuent à adhérer au travail que nous menons, aux solutions que nous proposons. Alors, cette conversation est orientée sur l'action, donc je ne vais pas m'attarder sur le diagnostic des problèmes, mais on en a nommé certains de ces problèmes. Alors, ma question maintenant, c'est quelles sont les opportunités, les accomplissements et les opportunités dont vous avez été témoin dans votre travail qui pourraient faire un levier ou sur lesquels on pourrait s'appuyer pour créer des solutions. Est-ce que je pourrais rebondir sur ce que disait Innocent parce que j'aime cette notion de confiance et moi, je vois de plus en plus et c'est aussi presque pourquoi je suis arrivée en retard aujourd'hui, c'est qu'il y avait, vous savez, une manifestation birmane contre le gouvernement dehors. Je crois que partout dans le monde, on voit un rétrécissement de l'espace démocratique. Donc, c'est pas juste la santé sexuelle et reproductive, il y a une crise démocratique de manière générale. Et peut-être qu'il faut prendre conscience, reconnaître que ce qui se passe dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, c'est peut-être que le reflet de ce qui se passe dans l'espace démocratique au sens large. Parce que vous voyez, d'abord, ils vont fermer des organisations qui travaillent pour la santé sexuelle et reproductive et on se croit à l'abri, mais ensuite ce sera les groupes LGBTQ, puis après ils s'en prendront à la planification familiale, puis au VIH, puis aux questions de genre. On rogne petit à petit l'espace démocratique et puis ils retiennent le pouvoir comme ça. Et c'est pour ça que ça devient un problème très complexe. Et c'est pour ça que je crois que ce qu'on doit faire, c'est de la collaboration multisectorielle. On ne peut pas vivre dans une bulle. Non, il faut comprendre ce qui se passe au sein de PEPFAR, dans les cercles de bonne gouvernance. Parce que quand il y a bonne gouvernance, ça permet de veiller à ce que tous les droits soient exercés. Donc, ce qui se passe dans d'autres régions du monde, on doit s'y intéresser. On ne peut pas rester dans notre bulle de naïveté. Voilà, il faut faire ça de manière délibérée. Et Jackie m'a présenté l'échelle, comment tu appelles ça? L'échelle de la participation. Voilà, j'ai appris ça. On essaye d'atteindre le niveau 8. Voilà, on en est au niveau 8 de cette échelle. C'est pas juste la participation, c'est le leadership. Et les jeunes ne peuvent plus être vus comme des bénéficiaires. Ils sont des co-créateurs, des leaders. C'est eux et elles qui choisissent ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Et on a aussi besoin de mécanismes de mesure et de redevabilité. Oui, nous, à FP 2030, on a inclus des jeunes au conseil d'administration, au comité de surveillance de la transition dans les points focaux dans les pays. Oui, on émet des bourses ici et là pour les jeunes, mais est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Voilà, et c'est peut-être pas suffisant. Et nous aussi, il faut qu'on rende des comptes sur ces points-là, c'est vrai. Vous avez quelque chose à ajouter, Daniel? Non, simplement passer aux accomplissements et porter un regard plus positif peut-être sur notre travail. Même si je partage votre analyse sur la confiance. Et ce matin même, à l'ONU, on a dédié une session entière à la confiance.
et au partenariat aussi intercommunicationnel. Bon, mais si on passe au progrès que nous avons observé en santé sexuelle et reproductive, si vous me le permettez, puisque nous sommes sur le point de célébrer les 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement, ben, vous savez, cette conférence, elle a joué un rôle déterminant en faisant parler des adolescents et des jeunes. C'était une approche à l'époque qui était assez progressiste. Et je crois que si on regarde en arrière, on peut se rendre compte qu'on a fait du chemin quand même. C'est pas rien. Si vous regardez les indicateurs, on a vu des améliorations en santé sexuelle et reproductive des adolescentes, aussi en santé maternelle. On observe une baisse de l'indice de fécondité des adolescentes et des mariages d'enfants aussi. C'est toujours très prévalent, mais ça va, si vous voyez la tendance, ça va dans le bon sens. Il y a une augmentation de la demande contraceptive. Encore une fois, on n'a pas fini, bien sûr, mais les tendances vont dans le bon sens. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer ces progrès? Parce qu'on voit des signes très encourageants aussi dans certains pays qui ont pu promouvoir des programmes multisectoriels pour réduire les grossesses chez les adolescents. Je pense en particulier au Chili, à l'Uruguay, mais aussi à l'Éthiopie. Et même des pays comme l'Angleterre, qui a pu, en très peu de temps, changer complètement la situation. Et ce que ça nous dit, ça, c'est qu'on sait ce qui fonctionne. Donc, on sait que si on travaille ensemble, si on met en avant des approches multisectorielles, si on se mobilise, on peut réaliser de vraies avancées et avoir un impact dans la vie des jeunes. Donc, moi, j'ai pas mal d'espoir. Je crois en la collaboration. Est-ce que vous observez d'autres défis, opportunités? Alors moi, je peux dire que le groupe GRA, c'est une opportunité. Parce que si on trouve qu'il y a beaucoup de fragmentation entre les jeunes, eh bien, le groupe, dans le cas du GRA, plus de 40 organisations dirigées par les jeunes travaillent à l'unisson depuis 2 ans à travers des consultations thématiques régionales, des enquêtes, réécrire des documents. Et puis, on a pu aussi, à travers ce processus, nommer nos priorités. Et tout le monde, dans son propre pays ou au niveau communautaire, au niveau mondial, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ce document et travailler sur ses priorités. Et ces priorités, en fait, c'est une manière de surmonter les barrières dont on parlait plus tôt. Par exemple, comment reconnaître que les jeunes sont un groupe d'une grande diversité. Et puis, voilà, les solutions doivent être spécifiques selon le contexte, les identités, les besoins des jeunes. Et il y a aussi un besoin plus large de politique pour les droits et de la santé sexuelle et reproductive qui puisse contrer les retours en arrière dont on a déjà parlé. Et puis enfin, le financement, c'était un grand problème identifié. Les organisations des jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance pour être financées. Et moi, je crois aussi, vous avez raison, Innocent, on a perdu cette confiance parce que souvent les bailleurs de fonds souhaitent se focaliser sur certains sujets, mais les communautés ne perçoivent pas ça comme des problèmes. On vous dira, mais pourquoi est-ce que vous me parlez de ça? Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de ça, d'autonomie économique, par exemple. Donc, les financeurs, les bailleurs ne doivent pas seulement financer, mais aussi écouter. Écouter les besoins et bien sûr la participation significative des jeunes, oui, et enfin les données. Voilà, que les données soient accessibles, transparentes et puissent demander à qui est-ce qu'elles appartiennent, qui les produit. Et donc, ça m'amène au suivi, évaluation et redevabilité parce qu'on a besoin de savoir quels sont les succès et les échecs pour tirer des leçons. Donc voilà, ça, ce sont les 5 priorités qu'on a identifiées. Et puis, on a aussi défini 3 chemins. Innocent, tu pourras peut-être en parler. On a essayé de définir, en fait, d'avoir un plaidoyer. Donc, ce sont des chemins de plaidoyer quelque part.
Oui, je suis d'accord, Nora. Je crois que cette feuille de route mondiale pour l'action est une opportunité. Et pour ce qui est des chemins d'action pour les partenariats et pour le transfert de pouvoir, je pense que pour l'expliquer de manière simple, il s'agit de changer notre façon de parler, notre langage, et au lieu de dire voilà ce qu'on veut, plutôt réfléchir à comment co-créer ce qu'on veut ensemble. Donc c'est ça le transfert du pouvoir, c'est la capacité de reconnaître que les jeunes ont un rôle à jouer dans la co-création de solutions. Et le deuxième chemin concerne le leadership des jeunes. Donc, au fur et à mesure qu'on essaie de résoudre ces problèmes complexes de santé sexuelle et reproductive, il faut aussi reconnaître que des progrès ont été accomplis, bien sûr, mais aussi comprendre qu'une grande partie de cet effort consiste à changer les mentalités des gens. Et les jeunes ont un rôle à jouer là-dedans. Et la feuille de route mondiale, donc, ça nous permet de reconnaître que les jeunes peuvent être des leaders potentiels, ce sont des leaders en puissance. Et il faut leur donner ce rôle. Donc voilà, n'hésitons pas à reconnaître leur potentiel. Et le dernier chemin, ça concerne la redevabilité. Les 40 organisations qui ont souscrit donc, à cette feuille de route reconnaissent l'importance du pouvoir et le besoin et la manière, la nécessité de transparence et comment rendre les dirigeants plus redevables. Et ça m'a fait réfléchir en fait à ce qui est déjà fait en Tanzanie. Par exemple, il y a des dialogues de jeunes qui ont été organisés pour remettre en question les normes, les perceptions, les idées reçues, etc., sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. En fait, ce sont des actions qui sont déjà menées dans les communautés. Ils identifient les problèmes locaux et en s'adressant aux dirigeants locaux pour essayer de changer les choses. Un autre exemple, un groupe de jeunes mères en Tanzanie se réunit, se parlent pour définir quels sont leurs besoins. Et je me souviens quand je suis allée voir ce groupe, on leur a demandé ce qu'étaient leurs difficultés en matière de santé sexuelle et reproductive, mais elles nous ont dit, mais non, c'est pas ça notre problème. Nous, on a besoin d'argent, de nourriture. Et voilà, donc travailler pour identifier ses propres problèmes, c'est important. Et cette feuille de route dont on parle est déjà en train d'être mise en œuvre, donc je pense qu'il est temps maintenant d'emprunter ces chemins du partenariat pour voir comment on les met en œuvre. Voilà, et aussi comment est-ce qu'on peut maintenir ces groupes qui existent déjà, ces jeunes mères, ces jeunes groupes de femmes, d'adolescentes, ces jeunes groupes de garçons, qui organisent des dialogues communautaires, comment est-ce qu'on peut aussi continuer à cultiver ces liens de confiance. Alors moi, juste pour rebondir sur les liens avec d'autres secteurs, mais en fait, c'est pas juste un secteur. Il s'agit de se demander qu'est-ce qu'un jeune, une jeune veut. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'infuser de l'espoir. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de pouvoir décider de quand avoir un enfant, l'espoir d'avoir un travail, de faire de meilleures études. Donc, il faut relier tout ça. Et moi, je vois différentes initiatives qui essayent de refermer la brèche. Peut-être que c'est une fausse dichotomie d'ailleurs entre la santé sexuelle et reproductive d'une part et l'économie, enfin l'autonomie économique d'autre part, l'éducation d'autre part, etc. Donc il faut relier ces thèmes. Ce qu'on fait autour des opportunités pour les jeunes, voilà, je crois que c'est quelque chose de rentable si on arrive à relier ça, collaborer de manière transversale et il faut le faire avec plus de créativité. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup ce qui se fait à Johns Hopkins avec l'initiative TCI, leur travail avec les gouvernements municipaux.
Ils sont en train d'essayer de passer à l'échelle certaines de ces pratiques à fort impact, dont certaines consistent à travailler avec des jeunes. Et il faut accélérer ces efforts. Et puis, les jeunes doivent aussi savoir où se trouve l'argent. Moi, on m'a appris à penser qu'il n'y avait pas assez d'argent dans ce monde, mais en fait, ce qui est important, parfois l'argent est dirigé à résoudre des problèmes qui n'en sont pas. Il faut canaliser l'argent vers les problèmes réels. Et les jeunes doivent apprendre à avoir accès à ces fonds, à lever des fonds auprès du secteur privé, attirer du capital pour avoir accès à plus d'opportunités. Et enfin, on est en train de lancer à FP 2030 ce qu'on appelait avant le mécanisme de réponse rapide, mais en fait, c'est un mécanisme de petites subventions ciblé sur le plaidoyer avec les jeunes pour s'assurer que les jeunes aient les ressources nécessaires pour obtenir des gains au niveau de plaidoyer au niveau local. Donc, c'est important que ces initiatives soient reliées aux jeunes aussi, qu'ils saisissent cette opportunité. Alors, on parle d'opportunités. Moi, j'entends beaucoup parler du fait qu'il faut travailler ensemble, d'être focalisé sur l'action. On parle de co-création, mais à Yield, mon organisation, c'est exactement ce qu'on propose. En fait, on travaille sur un modèle d'apprentissage par l'action collaborative. Et comme je l'expliquais, l'idée, c'est de rassembler toutes les parties prenantes, les plaideurs, les plaideuses, les exécutants, les chercheurs, etc., tout le monde pour contribuer à une problématique spécifique. Et donc, ce qu'on fait à Yield, c'est faciliter, c'est animer ce processus de recherche de solutions. Donc, c'est un engagement avant tout parce que c'est un long processus. Mais l'idée, c'est de relever vos manches, de vous mettre au travail, en plus de tout le travail que vous faites déjà. Mais voilà, on va essayer de trouver une solution pour notre organisation et se focaliser sur la création de cette solution. Et nous, on fait que faciliter le processus, on structure les réunions pour qu'elles soient propices à la réflexion. Vous avez un journal, des devoirs, c'est un peu comme être en classe. Mais il faut surtout vous engager parce qu'il va falloir que vous définissiez la solution et l'appliquer pendant 6 mois. Donc voilà, c'est orienté vers l'action, mais c'est important que vous soyez responsable, redevable pour vous-même parce que on n'est pas l'ONU, hein, on n'est pas le gouvernement, on va pas vous noter. Mais vous savez si vous vous êtes préparé ou non, si vous avez fait votre devoir ou non. Par exemple, quelqu'un pourra avoir l'idée de proposer quelque chose pour un projet, pour une subvention, et voilà, il pourrait avoir une idée, mais vous savez comment ça marche, vous savez si ce projet est finançable ou pas. Donc voilà, ça s'applique à d'autres sujets, au-delà de la santé sexuelle et reproductive, bien sûr, les données, la prestation de services. Chacun d'entre nous savons ce qui marche dans nos organisations respectives et il y a des outils disponibles. Il y en a probablement 100 nouveaux qui sont en train d'être créés au moment où je vous parle. Mais au final, ça dépend de vous qui prenez juste le temps de choisir un outil et décider de l'expliquer dans votre organisation. Donc, nous, voilà, c'est ce qu'on propose et on est très heureux à Yield de travailler avec beaucoup d'organisations locales, mais aussi des grandes organisations comme Engender Health, des grosses organisations engagées sur ces sujets. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à rebondir? Moi, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que je travaille sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes depuis maintenant 20 ans et je crois que c'est indéniable. Ces dernières années, ce thème a attiré de plus en plus d'attention au niveau international, mais national aussi, selon les pays. Et ça a mené à beaucoup d'initiatives comme FP 2020, Girls Not Bride ou l'initiative pour mettre fin au mariage d'enfants, la Coalition africaine pour la santé mentale aussi. Toutes ces coalitions ont pris ce sujet à bras-le-corps et ça a créé de nombreuses opportunités pour parler des problèmes, plaider aussi pour des solutions et guider les gouvernements et les programmes. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le cadre légal est en train de changer aussi. Par exemple, le mariage d'enfants, de plus en plus de pays mettent en place un cadre légal pour protéger les droits reproductifs et sexuels des jeunes.
protéger leurs droits, voilà. Et il y a des recommandations qui ont été mises en place il y a 2 ans pour la première fois sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et qui ont été adoptées par l'Assemblée de l'OMS. Et bon, ça, c'est pas une panacée, je suis d'accord avec vous, mais ça crée des opportunités. Des opportunités pour travailler avec les gouvernements, pour les agences onusiennes comme la nôtre de conseiller les gouvernements en faveur des droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et mon dernier point, c'est la participation des jeunes. Vous êtes ici en tant que représentant de la feuille de route mondiale pour l'action, donc c'est la démonstration du fait qu'on est en train de mener ces conversations ensemble. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, bien sûr. Mais ça, je trouve que ça crée d'énormes opportunités. Des opportunités de vous faire entendre, de créer une plateforme de collaboration pour que les dirigeants vous entendent et pour mettre ces sujets sur la table des négociations. Et j'espère que ça créera un effet ricochet, ça engendrera des changements durables après. Ah oui, un dernier point. Je viens de refermer mon cahier. Je me suis rappelé de la campagne 1,8 milliard. Alors, ce chiffre se réfère au nombre de jeunes sur la planète actuellement. Et ce chiffre va en augmentant et c'est important de se dire que ce qu'on fait, notre travail a un impact sur une quantité considérable de personnes et comme je le disais, ce chiffre va augmenter. Donc, c'est pour ça que la participation des jeunes est de plus en plus importante. Et ce matin, j'écoutais un parlementaire qui se plaignait du manque de participation des jeunes et quand je pense que 1,8 milliard de jeunes ne sont pas représentés dans la sphère politique, ça me paraît complètement déséquilibré, injuste. C'est un problème de justice sociale. Jordan, a thing I'm conscious about is inclusivity. Et bien sûr, la santé sexuelle et reproductive est importante pour les jeunes. Alors, Jordan, moi, un thème auquel je réfléchis beaucoup, c'est l'inclusion. Quand on parle de la campagne 1,8 milliard, les recommandations de l'OMS, qui est exclu souvent? Généralement, ce sont les mères adolescentes dans les quartiers défavorisés, en Tanzanie, au Malawi, au Pakistan. Souvent, on les exclut. Alors, est-ce qu'il y a une manière, et puisqu'on a l'UNFPA dans la salle, j'y vais, alors pourrait-on créé un coefficient, pourrait-on mesurer l'inclusion par un coefficient? Parce que on est en train d'accélérer ici, de catalyser là, on se dit qu'on ne va pas atteindre nos cibles des ODD, des objectifs de développement durable si on ne fait pas certaines choses, etc. Mais qui est-ce qu'on suit? Est-ce que ce sont celles qui habitent dans les milieux ruraux? Est-ce que ce sont les communautés où c'est simplement tabou, où là-bas, il n'y a pas d'autre choix que se marier à 15 ans? Donc, comment s'assurer qu'un pays qui met en œuvre vos recommandations mesure bien cette notion d'équité? Et comment est-ce qu'on peut mesurer leur degré de réussite dans la lutte contre les inégalités? Parce que si on met ça de côté, on va abandonner beaucoup de personnes. Et là, bien sûr, je parle de la lutte au sein de la lutte, hein, et les jeunes en situation de handicap, les minorités sexuelles, etc. Donc, est-ce qu'on peut mesurer ça? Je crois qu'il y a des gens très intelligents qui pourraient nous aider parce que, bien sûr, ce qui ne se mesure pas ne se fait pas. Oui, juste un mot sur les opportunités. Pour rebondir sur ce que disait Daniel et eux deux, le potentiel de leadership des jeunes est de plus en plus reconnu. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives dirigées par les jeunes qui sont maintenant établies. Mais quand vous travaillez dans le contexte d'une organisation dirigée par les jeunes, vous êtes poussé à développer toutes vos compétences parce que vous devez être non seulement spécialiste d'une intervention, mais aussi vous devez apprendre comment fonctionne le système de financement, vous devez apprendre à travailler avec le gouvernement, à obtenir les autorisations. Il vous faut aligner votre programme sur le programme national. Donc,
plus on aura d'organisations dirigées par les jeunes, plus on aura de jeunes leaders avec d'immenses compétences. Et ça, ce sont les personnes qui, dans les 5-10 prochaines années, eh bien, ces jeunes seront peut-être le prochain ministre de la Santé, par exemple. Et ce sont des personnes qui vont poursuivre leur trajectoire et occuperont des postes clés dans les pays. Et si ce sont des personnes qui ont commencé à travailler dans des organisations où on leur a appris à utiliser un minimum de ressources pour un maximum de résultats, ces personnes vont devenir des décideurs politiques. Et quand on parle donc du leadership des jeunes, on parle du présent, mais on parle aussi du futur qu'on aimerait voir advenir. Donc, je suis heureuse de voir que les partenaires commencent à avoir le besoin de financer le travail des jeunes et ça ne devrait pas être une compétition. Mais bon, parce que ces opportunités existent, tout le monde devrait se précipiter pour les saisir. Oui, et ça me donne une bonne transition pour dire que, pour revenir sur le slogan de notre discussion, Let them know. Donc, dites-nous, les membres du GRA, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le à l'UNFPA et à FP 2030. Ben moi, oui, je dirais même, venez, parlez-nous. Vous savez, notre plan stratégique qu'on met en œuvre en ce moment implique de soutenir les organisations dirigées par les femmes et par les jeunes. Et on sait que c'est pas toujours facile de travailler avec l'ONU. On est connu pour notre bureaucratie, mais on cherche à être plus agile pour soutenir les organisations locales, en particulier les associations des jeunes et des femmes. On sait aussi que les jeunes bougent beaucoup, entrent et sortent des organisations de jeunes, donc ça requiert beaucoup de renforcement de compétences. On sait aussi que nos conditions d'audit doivent être différentes quand on travaille avec les jeunes. Donc, on a changé beaucoup de choses là-dessus. Et l'UNFPA, c'est vraiment l'une des agences onusiennes qui est déterminée à faire en sorte que ça marche. Donc, mon message, c'est venez nous parler, venez me parler, venez nous parler au siège, dans nos bureaux locaux dans les pays. On souhaite vraiment soutenir la société civile, les organisations des jeunes, les organisations des femmes. Souvent, ce sont des organisations de jeunes femmes, il faut le dire, mais voilà, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Et puis aussi, pour reprendre votre argument sur l'espace civique, voilà, c'est important de créer un environnement propice à la prospérité des jeunes et de la société civile. Et pour nous, à l'UNFP, ça veut dire inclure les organisations dirigées par les femmes et les jeunes. Daniel, on est plus qu'enchantés. C'est pour ça qu'on a cette conversation, pour aboutir à de l'action concrète. Et je voudrais dire que le groupe GRA n'est pas là pour menacer les institutions établies, mais il s'agit au contraire d'un partenariat. Voilà, on veut simplement vous dire on serait heureux de travailler avec l'UNFP. Nous chérissons ces opportunités. Et puis tous les autres partenaires potentiels aussi. Hein. C'est une excellente opportunité pour passer à l'action. Donc voilà, le fait que vous vouliez participer, nous voulons vous donner l'assurance de notre engagement. Voilà, on ne vous décevra pas. Vous êtes avec les bonnes personnes et vous devriez en être fiers parce que moi, j'ai le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et j'aimerais vraiment pouvoir dire plus tard qu'on a été les premiers à nous lancer dans cette aventure avec vous et qu'on a généré de bons résultats. Alors, pour FP 2030, j'ai 2 questions auxquelles je pensais quand vous parliez. D'abord, je veux dire que je suis fan de FP 2030. On a besoin de l'engagement de l'Égypte. L'engagement d'AFP 2030 de l'Égypte. Oui, c'est pour ça que je fais partie d'une organisation dirigée par les jeunes pour faire partie d'un mécanisme de suivi et redevabilité. Et je sais que vous avez déjà des jeunes impliqués dans vos groupes de référence, mais est-ce qu'on
pourrait-il aussi y avoir un moyen pour que les jeunes d'autres pays puissent apporter leurs réflexions pour avoir un contrepoids, disons, pour valider aussi pour que les organisations des jeunes puissent réfléchir aux engagements de leur propre pays aussi et pour participer aux efforts de redevabilité. Et puis aussi, vous avez mentionné le mécanisme des petites subventions. Alors, je me demande comment faciliter ce processus de demande de subvention pour les jeunes et les organisations de jeunes. Quelles sont les conditions requises pour que ces demandes soient simples pour les jeunes et pour participer au mouvement de FP 2030, bien sûr. Alors, concernant votre premier point, c'est-à-dire s'assurer que les jeunes puissent participer à la redevabilité, et ça, c'est déjà en cours, hein, et certaines ici y travaillent concrètement, dont Jackie, parce que les engagements des pays auprès de FP 2030, je crois que plus de la moitié aujourd'hui concernent les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des jeunes au devant de la scène. On a besoin de plus de jeunes, on a presque envie de rendre ça obligatoire, mais voilà, les engagements devraient impliquer tous les jeunes, sinon à quoi bon, hein? Et nous, en tant que FP 2030, on va contribuer au développement du leadership des jeunes dans les pays qui s'engagent. On crée aussi des espaces de redevabilité, on va y inclure les jeunes, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que dans toutes les structures des points focaux, c'est obligatoire d'impliquer au moins un jeune dans les structures des points focaux. Par contre, on n'est pas toujours ceux qui choisissons, hein, qui un jour, vous savez, on m'a dit, mais je comprends pas pourquoi AFP 2030 veut pas cette jeune, elle est si belle. Oui, j'ai été choquée. Ouais. Donc bon, on ne décide pas toujours de qui est impliqué. Ça dépend un peu. On n'a pas les mêmes critères toujours, hein. Mais bon, oui, il voulait la sélectionner parce qu'elle était belle et elle allait être belle sur scène. Bref, le deuxième point sur les subventions, eh bien, on va avoir un lancement officiel et on enverra les informations, bien sûr, mais aussi dire que la plupart de cette coordination des subventions aura lieu au niveau régional. Et vous savez, depuis quelques années, l'idée, c'est de décentraliser l'architecture du financement pour qu'elle soit au plus proche des pays. Donc voilà, vous en saurez plus bientôt. Quelqu'un d'autre veut décider, qui commence? Oui, je veux juste rebondir sur la question de Nora pour FP 2030. Récemment, le ministère de la Santé en Tanzanie a envoyé un document destiné aux organisations de la société civile qui travaillent dans la planification familiale en leur demandant de contribuer, donc de rapporter leurs données. Et puis après, on a eu un appel du coordinateur de planification familiale de FP 2030. Il nous a dit « Ah, génial, vous êtes les seuls à avoir répondu. » Mais j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui se passe après ça? Après avoir célébré le fait qu'on rapporte nos données, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que FP 2030 peut influer auprès du ministère de la Santé quant aux interventions qui pourront être mises en place ou qu'est-ce que vous allez faire? Et ma deuxième question, quand est-ce que vous allez passer des petites subventions à un financement substantiel et durable pour soutenir ces interventions? Par exemple, comment est-ce qu'on peut commencer à obtenir des financements pour soutenir une vision stratégique ou un plan stratégique, pas simplement des petits projets? Vous savez, mon expérience en tant que directeur de programme, c'est que parfois, on travaille très dur pour lever des fonds, pour rechercher des fonds, ce qui nous amène aussi à oublier et à laisser un peu de côté ce qu'on est censé faire dans la communauté, simplement parce qu'un financement va se terminer, donc on doit se focaliser sur le prochain financement et ça nous perd un peu. Donc, quand est-ce qu'on va passer de ce schéma-là à, vous savez, FP 2030, certaines organisations ont aussi une vision à 2030. Donc voilà. Vous savez,
pour les exécutants de programmes, c'est important de pouvoir nous concentrer sur l'implémentation et qu'on puisse arrêter de rechercher des financements. Parfois, c'est trop de rejets, trop de pression aussi quand on sait qu'un financement arrive à son terme. Et je sais que FP 2030, dans certains pays qui sont engagés, comme en Tanzanie, ça a beaucoup d'influence. Quand on va aux réunions du groupe de travail technique sur la planification familiale, FP 2030 est mentionné à tour de bras, ça a beaucoup d'influence. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer ensemble le ministère de la Santé, les pousser à adopter certaines interventions? Parfois, je sais qu'il n'y a pas de subvention pour ces interventions-là, mais comment est-ce qu'on peut amener le gouvernement à les prendre en charge? Alors, juste vous demander, quand vous parlez du financement, est-ce que c'est pour les organisations dirigées par les jeunes ou est-ce que vous parlez du groupe technique de travail? Ou est-ce que c'est les deux? Peut-être les deux, mais surtout pour les organisations des jeunes, puisqu'on est là. Alors, Innocent, vous avez vu juste à FP 2030, on peut mieux faire pour s'assurer qu'au niveau des pays, l'engagement du gouvernement est soutenu par plusieurs partenaires clés. C'est la première étape, y compris l'UNFPA. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de disparité. FP 2030 devrait parler au mécanisme de la Conférence internationale sur la population et le développement parce que pour qu'on ait le même discours, pour qu'on parle à l'unisson, sinon ces rapports sont disparates, on ne sait pas ce qui se passe à gauche, à droite et ce serait juste plus facile que tout soit rassemblé et qu'on puisse savoir que pour l'élément de planification familiale, par exemple, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe dans différents domaines. Et l'USAID a été très doué là-dessus. Ça a beaucoup aidé leurs partenaires de mise en œuvre. Et tout le monde se réfère à cet engagement, même le président qui a lancé cet engagement, parce ça reflète leur niveau d'engagement. Et maintenant, comment passer de ce système d'engagement et ce mécanisme de rapport à la vraie redevabilité? Et ce dont vous parlez, finalement, c'est de la redevabilité. Qu'est-ce qui devrait se passer si vous ne remplissez pas vos objectifs? Ou qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez atteint vos cibles? Est-ce que c'était grâce à l'argent, à l'expertise technique? Alors, nous, on aurait comme ça un peu plus d'assises pour aller voir l'UNFPA et fermer la porte à clé et leur dire on ne partira pas tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Parce que quand on ne remplit pas nos objectifs, nous devrions être responsables. C'est nous qui aidons les gouvernements à définir leurs objectifs, vous savez. Donc, je pense qu'il faut améliorer nos mécanismes de redevabilité et qu'on aille voir les gouvernements leur disant si nous n'avons pas atteint ces objectifs, que pouvons-nous faire? Je crois que certains pays le font mieux que d'autres. Le Sierra Leone, par exemple, la dernière fois, l'UNFPA y a envoyé une délégation d'une vingtaine d'experts et expertes pour résoudre un problème précis. Nous, il faut qu'on fasse ça mieux. Innocent, et je crois que les jeunes peuvent nous aider là-dessus. Le financement, oui. Je crois que c'est un point de départ, mais on ne veut pas se contenter de ça, bien sûr. On ne veut pas en rester aux petites subventions et qu'on en soit toujours là dans 20 ans. L'idée, c'est que si vous accédez à des petites subventions, l'idée, c'est que vous puissiez ensuite vous graduer. Juste comme si vous aviez une entreprise, vous trouvez des investisseurs, vous trouvez un petit capital de départ et puis vous faites vos preuves, vous avez plus d'argent et ensuite vous allez à New York et vous mettez votre boîte en bourse. Donc voilà, je crois qu'il faut appliquer ce même processus, cette même réflexion aux organisations des jeunes. Le capital de départ, les premières subventions sont pour un projet spécifique, mais c'est pour vous ouvrir des portes à un financement plus grand. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut qu'on définisse nos intentions là-dessus. Et puis enfin, vous avez dit quelque chose à propos du fait d'être dans la salle. Pour moi, c'est lié à ma première réponse. Il faut qu'on fasse mieux pour aligner les engagements au niveau des pays et au niveau mondial pour s'assurer de tous
de parler d'un même souffle en tant que communauté internationale. Et voilà, on va faire ça mieux, je crois, on travaille avec des plateformes régionales, AFP 2030. Et voilà, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors, moi, je trouve que le problème du financement existe depuis toujours. Il y a toujours un problème de financement institutionnel. Vous avez mentionné que c'est un processus perpétuel de demander des subventions. Il y a un manque d'accès aux subventions. Donc, mais nous, je trouve qu'on peut aussi s'engager nous-mêmes. En fait, nous, à Yield, on s'est engagé à créer un groupe d'apprentissage par l'action collaborative et j'aimerais beaucoup vous inviter, l'UNFPA et FP 2030, pour qu'on puisse relever nos manches et sur 6 mois réfléchir ensemble à des solutions, à un plan d'action. Et je ne vous enfermerai pas à clé jusqu'à ce que vous trouviez la solution, rassurez-vous. Mais voilà, j'aimerais beaucoup vous inviter à me rejoindre et le groupe GRA, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est de trouver des solutions ensemble. En fait, c'est une question de se dire, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, dans 20 ans, on y sera encore aux petites subventions et au financement de démarrage. Mais là, on a l'occasion de se dire, voilà, on a une solution, on peut trouver des financeurs qui sont intéressés par ce sujet-là et travailler avec d'autres ONG. Alors moi, peut-être que je peux dire que j'ai commencé mon intervention aujourd'hui par faire le bilan de la conférence internationale sur la population et le développement en 94 quand j'étais très jeune. Et maintenant, on va célébrer le 30e anniversaire de cette conférence l'année prochaine. Certains d'entre vous étaient là à Nairobi il y a 4 ans. Et je suis très heureuse d'annoncer que dans la perspective des 30 ans, donc de l'anniversaire, il y aura 3 consultations à l'UNFPA, dont une qui sera consacrée aux jeunes, à la jeunesse. On va faire de ce que disent les jeunes une priorité. J'ai relu récemment l'agenda de la première conférence avec mon équipe. En fait, on a l'impression que ça vient juste d'être écrit. Tous les sujets clés d'aujourd'hui étaient déjà là, la migration, les droits de santé sexuelle et reproductive. Donc, on espère que les jeunes d'aujourd'hui puissent se rassembler et nous aider à redynamiser notre programme d'action. Donc voilà, venez nous voir, venez participer, aidez-nous à identifier les nouveaux défenseurs et défenseuses de notre agenda. Et je suis sûre que pendant cette consultation qui aura lieu en début de l'année prochaine, nous parlerons de financement et comment nous assurer que le mouvement des jeunes soit soutenu. Et vous pouvez compter sur l'UNFPA pour être votre meilleur allié. Voilà, plus d'informations bientôt. Et n'oubliez pas d'inviter le GRA ou le GRA pourrait vous aider à co-organiser cette consultation et ramener votre porte-monnaie pour le financement. On est presque arrivé à la fin de cette conversation. Avez-vous un dernier commentaire? Oui, quelque chose que j'aimerais demander à l'UNFPA. Donc, un sujet dont j'aimerais vous parler, c'est celui du transfert de pouvoir. Quand on parle de transfert de pouvoir, on parle de comment est-ce que l'argent est transféré d'organisations dirigées par des adultes à des organisations dirigées par des jeunes, mais aussi la culture dans laquelle opèrent les organisations des jeunes. Daniel, vous avez mentionné que les jeunes vont et viennent des organisations. Certains vont dans des organisations bien établies comme la vôtre. De votre point de vue, comment est-ce que votre organisation pourrait améliorer la façon dont elle traite, elle s'occupe des jeunes, peut-être en acceptant des jeunes qui n'ont pas forcément l'expertise technique, mais qui peuvent être néanmoins perçus comme des experts de ce qu'ils doivent faire et leur permettre de leur donner un espace pour travailler, pour explorer leur potentiel, pour s'épanouir
Parce que à l'état actuel, si vous n'avez pas 20 ans d'expérience sur votre CV, vous allez être un peu cantonné à un certain rôle et vous ne pourrez pas accéder à plus de décisions. Alors, moi, je suis peut-être pas la mieux placée à l'UNIFP pour prendre un engagement au nom de toute l'organisation, mais ce que je peux dire, c'est que je suis votre allié et que je travaille dans cette organisation depuis un certain moment et le climat culturel est en train de changer. En fait, on fait ce qu'on dit à l'UNFPA et on a des jeunes leaders qui viennent d'organisations dirigées par des jeunes qui travaillent maintenant à l'UNFPA. On voit aussi certains jeunes qui ont travaillé à l'UNFPA et qui sont maintenant ministres. Donc on est très heureux de ça. Au sein même de l'UNFPA, on a une organisation qui s'appelle les mandarines, tangerine en anglais, qui sont des petites oranges, mais qui sentent meilleur, hein, qui sont donc plus jeunes. Et c'est notre groupe de jeunes collaborateurs et collaboratrices. Ils sont très reconnus même de la direction générale. Et je crois qu'ils savent se faire entendre, pas seulement, et c'est important de le souligner, pas seulement sur les sujets pertinents pour les jeunes, mais sur tous les sujets, et, y compris la culture de l'organisation. Et je crois que les jeunes ont leur mot à dire, ils ont une vision du monde, pas seulement, ils sont pas seulement experts des jeunes, mais de tous les sujets, à vrai dire. Donc voilà, je pense que l'UNFPA, en tout cas, est un espace propice à l'épanouissement des jeunes. Dans mon équipe de 8 personnes, la plupart sont très jeunes et c'est eux qui poussent notre agenda. Donc voilà, rejoignez-nous, on a besoin de vous. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Parce que je pense que vous disiez, Jackie, c'est que le véritable progrès ne pourra avoir lieu que quand on pourra avoir du pouvoir pour résoudre ces problèmes. Et quand on sera courageux et courageuse et vulnérable, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est il faut prendre des risques. Parce que le statu quo dit non, vous ne pouvez pas. Prenez-les plutôt sur votre aile, mettez-les dans un espèce de petit coin de jeunes, là. Et c'est vrai, il y a un plafond de verre pour les jeunes. À moins que vous n'ayez cette expérience, une énorme expérience, vous ne pourrez pas vous épanouir. Et c'est ce que vous nous demandez de changer, n'est-ce pas? Et je crois qu'on devrait s'engager à ce que les jeunes professionnels dans notre organisation puissent diriger des portfolios importants, internationaux, et qu'ils aient les moyens de le faire. Et vous savez, ça me demandera du temps. Parce que pour m'assurer que les jeunes puissent diriger, ça prend du temps, ça prend de l'engagement et ça prend même des ressources dans l'organisation. Et c'est pour ça que vous allez m'aider. À FP 2030. Et puis, c'est important de donner aux jeunes du capital politique pour qu'ils et elles aient leur place au sein de l'organisation et puissent réussir. Et nous sommes coupables parfois. Vous savez, on se dit, ah, mais celui-là, il a une dreadlock, teinte en blanche, qu'est-ce qu'il va aller faire dans un conseil d'administration? Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? C'est un changement de mentalité, de l'ordre établi pour faire les choses autrement, s'ouvrir à faire les choses différemment. Donc, encore une fois, et ce sera peut-être mon dernier mot, je crois que tout problème peut être résolu avec les bonnes personnes autour de la table. Il faut inclure les jeunes, les écouter, les laisser diriger. Ils le feront peut-être différemment de vous, mais qu'importe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste différent. Ça conclut cette discussion à merveille. Alors moi, j'ai entendu de l'intérêt pour les mécanismes de redevabilité, un intérêt pour le leadership et le renforcement de compétences, pour tout type d'organisation. Aussi, j'ai entendu beaucoup d'intérêt pour le financement des organisations des jeunes.
Et je crois qu'il y a des cercles d'apprentissage par l'action qui vont s'organiser, des collaborations avec l'UNFPA qu'on espère établir pour démanteler un peu les barrières, repenser ce que doivent être le financement des jeunes organisations. Donc, merci à tous et à toutes. Ceci ne doit pas être juste une conversation. On a évoqué des actions concrètes. Donc maintenant, il faut pas perdre de vue notre cap et mettre en œuvre ces actions pour arriver à des progrès concrets. Voilà, pour conclure, j'aimerais rappeler le slogan, le titre de cette conversation, Let them know, faites-leur savoir. Donc aujourd'hui, on voudrait collectivement faire savoir au public qu'on travaille ensemble, de manière collective,